Bonjour à tous, très content d'être ici. Il y a quelques mois, j'écoutais l'interview d'Henri Proglio, ancien directeur d'EDF, et il partageait cette phrase qu'il avait marquée plus jeune et poussée à travers sa carrière. Les pessimistes sont des spectateurs. Alors, est-ce que nous voulons être spectateurs? Non, évidemment pas. Mais est-ce que nous sommes pessimistes? Ça, c'est une autre question. C'est vrai que nous entendons souvent parler de changement climatique, de dérèglement climatique et d'appauvrissement des ressources. Et à vrai dire, nous vivons dans la crainte un peu constante, omniprésente, d'un effondrement à la fois écologique et énergétique. Et c'est pas facile tous les jours. Donc la question qu'on se pose, c'est où est-ce qu'on sera dans 50 ans? Où est-ce qu'on sera dans un siècle? À écouter certains alarmistes et certains militants, il y a de quoi parfois complètement perdre espoir. Et la question que je me pose, parce que je me mets à votre place, aujourd'hui j'ai 32 ans, je me dis, quand on a moins de 30 ans, est-ce qu'on peut encore avoir une vision optimiste de l'avenir? Parce que quand on n'est pas optimiste, c'est difficile d'avoir des projets à long terme. On pourrait après tout se dire, c'est vrai, en fait, c'est foutu, on arrête. Mais je pense que c'est justement maintenant qu'il faut se poser les bonnes questions. En fait, les questions qu'il faut se poser, c'est quels sont les projets auxquels on va contribuer, qu'on va construire pour le bénéfice des générations futures. Et ça, c'est des questions que je me pose souvent. Les pessimistes sont des spectateurs. Cette phrase illustre bien ce que je souhaite vous partager aujourd'hui. Vous partager deux choses. Premièrement, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui font qu'on peut être très optimiste pour l'avenir. Et deuxièmement, nous sentons tous que nous sommes face à un bouleversement, un changement d'air. La transition énergétique, on en entend souvent parler. Jean-Marc Jancovici dit d'ailleurs, soit elle sera subie, soit elle sera voulue. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit tout prendre en main et devenir acteur de ces changements pour justement qu'elle soit voulue. Avant de me présenter plus en détail, reparlons un peu d'EDF et du programme nucléaire français. Le 6 août et 9 août 1945, deux bombes nucléaires sont larguées sur Hiroshima et Nagasaki. Le Japon est forcé à capituler et la deuxième guerre mondiale prend fin. L'homme était capable de montrer, via ces deux frappes nucléaires, qu'il maîtrisait une nouvelle source d'énergie, l'énergie nucléaire. Malheureusement, il le fait à des fins meurtrières. Nous sommes sur le point d'entrer en pleine guerre froide et pendant plusieurs décennies, nous vivrons dans la crainte d'un conflit nucléaire généralisé. En parallèle, quelques jours après ces frappes-là, le général de Gaulle se rend aux États-Unis et rencontre le président américain. Quand il revient en France, en octobre 1945, il crée le Commissariat pour l'énergie atomique, ou le CEA. Et le CEA a trois objectifs. Et il a un objectif principal qui nous intéresse ici. C'est qu'ils vont réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire pour utiliser cette nouvelle source d'énergie pour générer de l'électricité au service de l'industrie française. Plus tard, le CEA, 10 ans plus tard, en 1955, le CEA se fera un partenariat avec EDF. Et en quelques années, en quelques décennies, EDF deviendra ce champion mondial de la filière nucléaire que l'on connaît aujourd'hui. Grâce à ces initiatives, 80 ans plus tard, nous avons la chance en France de bénéficier d'une des énergies les moins chères d'Europe et les moins carbonées. Et c'est un atout majeur dans la transition énergétique actuelle. Il fallait donc véritablement être visionnaire. Voilà ce qui caractérise pour moi un changement d'air. Alors qu'il y a des raisons d'avoir peur, alors qu'il y a des raisons d'être pessimiste, c'est vrai, il y a aussi des gens qui décident de travailler et, à force d'un travail acharné, ont fait basculer la France dans l'ère du nucléaire. Et ça, pour notre plus grand bien. Donc un changement d'air, c'est aussi un moment où de très grands projets peuvent naître. Et nous sommes face à ces défis aujourd'hui. Aujourd'hui, le défi de la transition énergétique est probablement un des plus grands, voire le plus grand défi de notre siècle. Comment faire pour passer d'une société qui dépend totalement d'énergie fossile à une société qui se fonde sur des énergies durables? Pour moi, personnellement, cette vision m'anime énormément et me donne envie de travailler. Parce que je me dis justement que nous avons la chance, nous sommes cette génération qui va pouvoir contribuer à la construction de grands projets. Quand j'étais petit, j'avais dit à mon père que je voulais inventer une chose, la voiture à eau. Alors ça peut sembler un peu stupide, mais à l'époque, mon père m'avait dit que l'essence ne serait pas en quantité infinie, et donc il était déjà en train de me sensibiliser un peu au fait que les énergies fossiles auraient sans doute peut-être un jour une fin. À ce moment-là, on ne savait pas très bien.
Et je m'étais dit, alors quoi de plus simple que d'utiliser alors l'eau de la maison, puisqu'on pourrait faire le plein de la voiture au robinet. Bon, à ce moment-là, je n'étais pas encore ingénieur. 10 ans plus tard, j'ai 15 ans, on est en 2017. À ce moment-là, j'observe la hausse des prix du pétrole. Et j'apprends que le prix du pétrole est corrélé, est inversement corrélé aux quantités qui sont disponibles. Et en voyant cette flambée des prix, je me dis, OK, en fait, on va passer probablement dans une nouvelle ère où le pétrole sera plus cher et moins bon marché. Et c'est à ce moment-là, je me dis, OK, en fait, c'est vachement intéressant parce qu'il y a tout un monde à construire et moi, j'ai envie de faire partie de ce monde-là. Et donc, à ce moment-là, je me passionne pour l'énergie. Si bien que, plus tard, je démarre des études d'ingénieur où j'étudie la mécanique, l'électricité, l'électrochimie, l'informatique et comment on peut utiliser la matière pour construire des panneaux photovoltaïques, des batteries, des bornes de recharge, des voitures électriques, des pompes à chaleur et même des piles à combustible. Et j'adore tellement ça que je me dis, est-ce que je ne consacrerai pas 4 ans à une thèse de doctorat dans le secteur de l'hydrogène? Au bout de quelques semaines de travail dans le secteur académique, je me rends rapidement compte que ce n'est pas fait pour moi. Alors je décide d'abandonner et je me dis qu'un jour, en fait, ce que je voudrais, c'est entreprendre dans le secteur de l'énergie. Et puis, il y a 3 ans, un ami m'appelle et il me dit, le futur, c'est l'hydrogène. Et là, il touche une corde sensible, parce que je me dis, ouais, le secteur de l'hydrogène, c'est vrai que je voulais y travailler. On se met au travail et on décide de créer un réseau de bornes de recharge à hydrogène pour voitures à hydrogène. À ce moment-là, on ne connaissait pas du tout le secteur, mais on présente quand même le projet à un investisseur qui s'appelle Pierre-Edouard Sterrin. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le type de personne qui est prêt à faire confiance à de jeunes ambitieux, certes, mais complètement naïfs. Et il décide de nous aider. Donc on quitte nos postes et on se met à travailler sur ce projet-là. Et au bout de 3 mois, on se rend compte que le secteur de l'hydrogène n'en est qu'à ses balbutiements en France et que notre projet ne prendrait très certainement pas. Donc nous arrêtons. Mais il nous dit continuez à entreprendre. Et donc on travaille à ce moment-là sur une trentaine de projets pour finalement aboutir sur le secteur de la donnée ESG. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, on peut évaluer des entreprises sous plusieurs dimensions, environnementale, sociale, gouvernance, pour aider des banques, des assurances et des fonds d'investissement à diriger leurs investissements, c'est-à-dire à diriger les capitaux pour les entreprises qui font avancer les choses dans le bon sens. Donc on commence à travailler dans ce secteur-là. Et au bout de 10 mois à changer de travail, on a plusieurs clients. Seulement, on sent que le projet sur lequel on travaille n'est pas totalement en accord avec notre ADN. Et moi, je réalise personnellement que travailler sur de la donnée pour changer le monde, c'est compliqué. J'ai l'impression, personnellement, à ce moment-là, d'être à l'arrière du train et de ne pouvoir que constater le changement sans pouvoir en être acteur. On décide d'arrêter le projet, et à ce moment-là, mon associé de l'époque s'en va vers d'autres aventures. Entreprendre coûte que coûte. J'entre alors dans une phase où j'explore plein de projets, plus du tout en accord avec ce que j'avais initialement imaginé dans l'énergie, parce que j'avais cette idée, cette volonté de vouloir absolument entreprendre. Et au bout d'un certain moment, je m'épuise. Je m'épuise au point où je suis sur le point d'abandonner. Et à ce moment-là, je me pose la question, mais pourquoi est-ce que j'ai vraiment envie d'entreprendre? Et je me rappelle ce rêve de vouloir contribuer à la transition énergétique. Et je réalise en fait que j'ai peur. J'ai peur de concrétiser ces ambitions. J'ai peur de concrétiser ces projets. Alors je remets cette question au centre de ma quête entrepreneuriale. Et à ce moment-là, j'ai la chance de rencontrer Paul, mon associé d'aujourd'hui. Paul est le type d'entrepreneur qui a l'optimisme à pouvoir déplacer les montagnes. Et lui aussi est animé par la transition énergétique. Donc, comme nous sommes tous les deux à un moment clé et on se dit, on va entreprendre, on s'associe, et là, ça commence à aller mieux. On se dit, transition énergétique, c'est vraiment ce qu'on veut faire, on explore le secteur sous toutes ses coutures. Donc on sait qu'on doit plus ou moins rapidement sortir des énergies fossiles. Et le défi est tellement énorme qu'on se dit qu'il faut bien choisir un angle d'attaque. Et notre angle d'attaque, c'est électrifier les maisons de France. Et notre constat est simple. On découvre au fur et à mesure de notre recherche, en quelques mois, qu'il y a 3 grandes tendances de fond qu'on peut exploiter et qui, d'une part, créent des opportunités entrepreneuriales, mais d'autre part, nous rendent réellement optimistes pour l'avenir. Premièrement, la consommation de ces maisons-là. Donc il faut bien se dire que le secteur résidentiel en France, c'est plus ou moins un tiers de la consommation d'énergie, toutes sources confondues. Et un tiers de cette énergie-là, environ, est utilisée
est consacrée à la consommation de gaz ou de pétrole pour le chauffage ou l'eau chaude sanitaire. Et ça, en fait, il y a des solutions assez simples pour remplacer ça et s'affranchir de ces dépendances. C'est l'installation de pompes à chaleur, de ballons thermodynamiques ou de ballons électriques. OK. Deuxième élément clé au sein des maisons, c'est l'avènement de la voiture électrique. Donc de plus en plus de gens achètent des voitures électriques, et donc on va installer des bornes. Donc on va les recharger à la maison. Vous voyez, je n'étais pas si loin du robinet, là c'est la prise. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ces foyers-là vont progressivement s'électrifier. C'est un chantier qui a à peine commencé, qui va encore prendre des années, mais donc la facture électrique des Français va augmenter. Donc deuxièmement, si on veut pouvoir réaliser cette transition-là, il faut qu'on puisse trouver une source d'énergie qui est moins chère et durable. Car dans un contexte où le prix de l'électricité ne fait qu'augmenter, c'est compliqué de dire à tout le monde électrifiez vos maisons. Et pour ça, il y a une solution simple que vous connaissez tous, dont vous avez tous entendu parler, c'est les panneaux photovoltaïques. Alors, moi j'en avais entendu parler, mon père a des panneaux photovoltaïques, mais je n'avais pas réalisé ce qui s'était passé en fait en 15 ans. En 15 ans, le prix des installations pour le résidentiel a été diminué d'un facteur 4. Et pendant la même période, le rendement des panneaux a augmenté d'un facteur 2. Et aujourd'hui, une installation est garantie 25 voire 30 ans. Donc quand on met tout ça bout à bout, en fait on réalise que si on prend le coût d'une installation et qu'on la divise par ce qu'elle va produire sur sa durée de vie, on a un coût au kilowattheure qui est 4 fois, voire 5 fois inférieur à celui du réseau. Est-ce que ce n'est pas incroyable? Troisièmement, donc, pour utiliser au maximum cette énergie-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme on dépend d'énergie renouvelable, c'est une chose. L'autre chose, c'est de gérer leur intermittence. Le soleil, forcément, ne brille pas quand on en a besoin. Et tout le monde ne souhaite pas prendre sa douche à 14 heures. Donc, il faut s'adapter. Alors, on peut installer des batteries. C'est la première solution, la plus évidente. Malheureusement, les batteries coûtent encore assez cher. Et puis, on ne pourra jamais viser 100% d'autonomie au niveau d'un foyer avec des batteries. Donc, il faut s'adapter et trouver un deuxième moyen, ce que moi j'appelle la flexibilité. Et là, il faut réfléchir au problème dans son ensemble. Il ne faut pas prendre juste la maison comme point de référence. Dites-vous qu'il y a 20 millions de maisons en France. Imaginez que sur les 10, 15, 20 prochaines années, 20 millions de maisons vont s'équiper en panneaux photovoltaïques, en batteries, en pompes à chaleur, en bornes de rechargement. Imaginez que tous ces occupants consomment et produisent de l'énergie à des moments différents. Et c'est ça, exploiter la flexibilité. Comment est-ce qu'on fait pour mutualiser la production et la consommation de tous ces foyers pour faciliter le passage à l'énergie solaire? Ici, il y a un véritable changement de paradigme qui, Paul et moi, nous anime énormément, qui est que l'ancien paradigme très centralisé de l'énergie, qui était on a des unités de consommation et donc on met en face des unités de production, comme des grosses centrales, des barrages, etc. Demain, on a un système qui est beaucoup plus décentralisé, beaucoup plus distribué, mais qui va nécessiter aussi de pouvoir s'y adapter. Et c'est là qu'est la mission d'Ensol. En présentant ce projet-là et cette vision-là à Pierre-Edouard, il décide immédiatement de nous supporter. Rapidement, nous levons plus de 4 millions d'euros, et aujourd'hui nous avons une équipe de 25 personnes. Comme quoi, quand je regarde maintenant en arrière, après beaucoup d'erreurs, quand on a les bons associés, les bons investisseurs et une équipe de choc, on peut aller très vite et très loin. Et on pense aujourd'hui réellement que notre projet et que d'autres projets pourront faire avancer le curseur, la transition énergétique dans le bon sens, d'ici 2030 et au-delà. Finalement, pour conclure cette discussion, j'aimerais vous partager deux choses. La première, soyez patient sur le long terme. Et la deuxième, c'est soyez très, très impatient à court terme. Alors soyez patient. Soyez patient car si on reprend par exemple l'exemple du CEA, entre le moment où il a été créé et le moment où le premier réacteur nucléaire a été mis en service, il a fallu 18 ans. C'est la même chose pour la transition énergétique. On n'est qu'au début. Il va falloir des années avant que nous en bénéficions ou que nous en ressentions les premiers bénéfices. Et puis, pour l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Il m'a fallu 3 ans pour arriver là. Les échecs, je ne les compte plus. Mais quand on est optimiste, plus on échoue, plus la probabilité qu'on réussisse un jour augmente. Et deuxièmement, donc soyez impatients, soyez terriblement patients, car c'est vrai que parfois on peut avoir l'impression de vivre dans un monde où le futur sera sombre et incertain, mais la réalité, c'est qu'on a tous les éléments en main pour faire en sorte qu'il brille. La plupart d'entre vous ici sont des ingénieurs, et vous avez un rôle clé à jouer dans ce monde de demain. Soyez donc impatients, car il n'y a pas une seconde à perdre pour
rejoindre des grands projets ou les créer, car nous devons décider de devenir acteurs de ces changements. Et si certains vous disent que c'est impossible, souvenez-vous que les pessimistes sont des spectateurs, car le monde nous appartient, il appartient aux optimistes. Merci.